Ouais, il est 20h30 pile, donc on va ouvrir le conseil municipal. Je vais commencer par un appel nominatif. Merci. Alors, Olivier Colesso présent, Catherine Ribaille, Laurent Direz, Tao Lyon a donné son pouvoir à Madame Isabelle Soulis, Fabrice Cassada. Présent. Philippe Arnaud a donné son pouvoir à Fabrice Cassada, Samira Awali absente, Alexandre Bouzet a donné son pouvoir à Catherine Ribaille, Isabelle Soulis. Présente. Béatrice Desrois, Georges Pambou, présent. Virginia Riora, Philippe Berenguer a donné son pouvoir à Olivier Colesso, Karine Lorteau. Présent. Anaïs Roy a donné son pouvoir à Karine Lorteau, Mathilde Hustin. Présent. Jean-Paul Algaron, absent. Il tenait son pouvoir, donc très bien. Pardon. Donc, à Béatrice a donné son pouvoir à Béatrice Desrois. Julien Hustin a donné son pouvoir à Mathilde Hustin. Philippe Tadjilzi qui a donné son pouvoir à M. Laurent Direz. Michel Romagnac a donné son pouvoir à Virginia Riora. Ahmed Saïd, quelqu'un a son pouvoir? Non, absent. Laura Lambert, Pierrette Munier. Ali Bouchama a donné son pouvoir à M. Toufik Hamdi. Fabienne Gilliot. Présent. Grégory Ateba. Présent. Et Toufik Hamdi. Présent. « 15 présents, le quorum est atteint. 10 pouvoirs, il y aura donc 25 votants. Je vais vous faire passer la feuille de présence, si vous voulez bien la signer pendant qu'on avance dans l'ordre du jour. Premier point, approbation du procès-verbal du conseil municipal précédent. Y aurait-il des questions ou des remarques? Non. Qui serait contre l'approbation de ce PV? Qui s'abstiendrait? 5 abstentions. Je vous remercie. Alors, j'ai encore oublié de nommer un secrétaire de séance, enfin de faire désigner un secrétaire de séance. Monsieur Georges Pambou s'est proposé. Qui serait contre que Monsieur Pambou assure le secrétariat? Qui s'abstiendrait? Merci. Donc, Monsieur Pambou, secrétaire de séance. On va commencer par les communications du maire. Alors, il n'y a pas les DIA cette fois-ci. Nous les communiquerons au prochain conseil municipal. Je profite pour vous demander de noter d'ores et déjà dans vos agendas la date du 12 janvier pour un conseil municipal qui aura a priori un seul point, un point unique, un point de RH. Et qui sera un peu aussi le galop d'essai pour le logiciel que nous avons, dont nous avons fait l'acquisition pour l'organisation justement des conseils municipaux. Il vaut mieux essuyer les plâtres avec un conseil qui n'a pas beaucoup de points importants plutôt que d'attendre les exercices, les conseils municipaux à caractère budgétaire. Donc si vous pouvez noter dans vos tablettes déjà le vendredi 12 janvier à 20h30, conseil municipal. Alors, dans les décisions, je vais les revoir rapidement avec vous. Convention de partenariat avec Marne-et-Gondoire pour la musique en milieu scolaire. Donc ça, c'est un classique. On le décide chaque année. C'est les dumistes qui viennent enseigner la musique à nos enfants hors les murs, pas dans le conservatoire, mais dans l'école, dans nos écoles. Contrat de maintenance horloge mairie avec Uchez. Donc c'est la société qui maintient notre vieille horloge du XIXe siècle, entièrement mécanique. Contrat d'affranchisseuse, eh bien, c'est pour l'agence postale. Contrat mission collaborateur, Groupama, 1 an renouvelable. C'est un contrat d'assurance. Location du Duster des SVP, c'est le renouvellement de leur véhicule. On a ensuite une série de conventions passées avec des villes de l'agglomération pour l'accueil de leurs enfants dans nos services périscolaires. Donc, une convention avec Conges, Gouverne, Guermantes, Jablines, Jossigny et Lèche.
Ensuite, il y a une demande de subvention faite au titre de la DETR pour l'agrandissement du guichet unique. Vous vous rappelez qu'on a déjà obtenu, oui, dans le cadre du fonds d'aménagement communal du département, une subvention. Comme nous essayons au maximum de lancer les investissements lorsque nous avons un taux de subvention le plus élevé possible, on avait décalé d'1 an pour nous donner encore une chance supplémentaire d'obtenir 40 000 euros supplémentaires. Voilà, donc on aura la réponse vers le mois de mars, un petit peu avant le bouclage du budget. Et puis, bon, si on n'a pas la subvention, on avancera quand même, mais c'était astucieux d'attendre encore un petit peu pour être sûr de faire le plein de subventions. Contrat de logiciel métier Cosolus, c'est la suite logicielle métier qui remplace JVS. JVS, donc qui donnait tout à fait satisfaction sur la partie RH, c'était plutôt bien fait, mais en revanche, avec lequel on se battait pas mal sur la partie comptabilité. Donc la Cosolus remplace la suite logicielle JVS pour un montant annuel de 12 424 euros TTC, donc ça comprend l'application métier pour les finances et la comptabilité, les RH, et puis tous les services à la population, cimetières, élections, etc. Recyclage des cartouches d'encre, Conibi, alors ça, il n'y a pas de montant parce que c'est une convention qui est passée avec une association. Selon le principe des pollueurs-payeurs, vous savez que on paye tous, même les collectivités, une petite écotaxe lorsqu'on achète des biens informatiques ou de papeterie. On ne savait pas quoi faire de nos cartouches d'imprimante, puisqu'on n'a pas le droit de les mettre ni en déchetterie, ni à la poubelle. Et donc cette association va reprendre les cartouches d'encre de nos imprimantes. Ajout de 2 ordinateurs au contrat de maintenance informatique, donc ça c'est classique, on a un accord cadre avec Studio Informatique qui assure la maintenance de nos machines. Contrat de consultation de données JVS. Alors JVS, comme je viens de le dire, c'est notre ancienne suite logicielle. Il y a bien évidemment une reprise des données qui est faite de l'ancien logiciel vers le nouveau, mais cette reprise de données nous permet uniquement de fonctionner à partir de N+1. Il faut être capable malgré tout de consulter les données qui avaient été saisies et stockées dans l'ancienne application, et pour ce faire, ce service est facturé. Donc on s'est engagé pour 1 an, on va voir si on a besoin de conserver cette consultation des données anciennes au-delà de 1 an, c'est renouvelable, donc c'est en tout cas pour nous permettre d'assurer une transition souple entre la suite JVS et la suite Cosolus. Voilà. Convention honoraire AMO au cours du Loupio, alors ça c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réfection de la rénovation, on va dire, de la cour du Loupio. Vous savez qu'on a une subvention aussi du département à ce titre. Ça comprend l'agrandissement du préau, la renaturation d'une partie de la cour, une meilleure mise en accessibilité et puis une reprise des planimétries de telle sorte que les écoulements d'eau en fait soient mieux maîtrisés. Voilà. Donc pour ce faire, on a demandé l'assistance à un AMO. Voilà pour les décisions. Y a-t-il des questions sur ce qui vient d'être énuméré? Non. Donc s'il n'y en a pas, je vous propose d'avancer dans l'ordre du jour proprement dit. Premier point, alors on a une série de délibérations à prendre sur les questions financières. Alors vous vous souvenez, lors du conseil municipal précédent et encore celui d'avant, nous avons commencé à prendre les délibérations nécessaires au passage de l'instruction comptable M14 vers l'instruction comptable M57. Alors la M14, c'était le schéma comptable auquel devaient répondre les communes comme les nôtres depuis une petite trentaine d'années. Et depuis quelques années déjà, l'État pousse les collectivités à présenter leurs comptes d'une manière unifiée, donc avec une nouvelle instruction comptable qui s'appelle M57. Cette année 2023, c'est la dernière année où on pouvait encore tenir nos comptes en M14, donc il fallait se préparer au passage à la M57 dès le 1er janvier prochain. C'est aussi ce qui a expliqué notre choix de changer de logiciel. Mais pour ce faire, il y a comme l'Assemblée délibérante et l'Assemblée qui est souveraine en matière financière, il y a un certain nombre de délibérations à prendre pour lever des options qui sont ouvertes aux communes dans le cadre de l'adoption de la M57. Parmi ces obligations nouvelles, il y a l'adoption, nouvelle pour la commune de Chanteloup, l'adoption d'un règlement budgétaire et financier. Donc ce règlement budgétaire et financier, il reprend en fait les bonnes pratiques et les recommandations et les obligations de la loi en matière d'engagement des finances, de signature, de gestion des crédits, de provision, de rattachement, etc., etc. Alors il n'y a rien de vraiment nouveau, on n'a pas fait preuve de grande originalité puisqu'on a repris les prescriptions de la loi.
C'est un document que l'on vote là en cours d'exercice, en cours de mandat, pardon, parce qu'on se prépare au passage à la M57, mais d'une manière générale, c'est une délibération qu'il faudra prendre à chaque installation de nouvel exécutif. Donc on reprendra après les prochaines élections municipales. Y a-t-il des questions sur ce règlement budgétaire et financier ? Non, s'il n'y en a pas, je vais quand même peut-être développer un petit peu l'intérêt de la M57, parce que ça fera le lien avec la liaison avec la délibération suivante. Parmi les grandes nouveautés de la M57, c'est en fait une approche plus proche du privé, de la gestion du patrimoine, de ses biens et de l'amortissement de ses avoirs. Matériel et immatériel. Donc il y a un gros travail qui a été fait par notre agent comptable, donc notre agent de la municipalité, pour la reprise de l'inventaire, la mise à jour des fiches, etc. Et il faut que par délibération on décide des durées d'amortissement par type de bien, en fait, comme on peut le faire dans une entreprise du privé. Donc c'est pourquoi après l'adoption de ce règlement budgétaire et financier, nous allons aussi prendre une délibération sur l'amortissement. Donc il y a une annexe qui est mentionnée en fait dans ce règlement, qui fait un appel en fait à la délibération suivante. Donc on va commencer par approuver ce règlement financier et budgétaire. Y aurait-il des oppositions? Quelqu'un serait contre? Alors 5 contre. Vous voulez expliquer le sens de votre vote? Non. Très bien. Ensuite, donc, nous passons à la délibération suivante qui consiste à la détermination des durées d'amortissement. Donc vous avez dans la délibération, alors, attendez, il y a une voilà, ici, vous avez un tableau qui a été annexé à la convocation avec par ligne budgétaire, enfin par type, par nature comptable, on va dire, des dépenses amortissables, une durée d'amortissement. Alors, le seul point où il y avait vraiment pour nous une discussion, c'était sur les petites dépenses, celles qui représentent moins de 1 000 euros TTC. On a choisi de les amortir sur un an, à compter de l'exercice suivant, ce qui est une facilité de gestion en fait, de la comptabilité, donc quelle que soit la nature de l'investissement, enfin la dépense, quand elle sera inférieure à 1 000 euros, elle sera amortie sur une année. Y a-t-il des questions sur ce tableau des durées d'amortissement? Non? Bon, ben, si on n'a pas, je vous propose de la passer au vote. Qui serait contre? 5 contre. Qui s'abstiendrait? Merci. Alors, point suivant, oui, un grand classique des conseils municipaux du mois de décembre. Vous savez que les budgets sont votés annuellement, mais sur un exercice du 1er janvier au 31 décembre. Or, les budgets sont votés en général en mi-avril. Donc il faut que les collectivités puissent fonctionner entre le 1er janvier et puis la date d'adoption du budget suivant. Pour les dépenses de fonctionnement, c'est simple, puisque les dépenses de l'année précédente sont reconduites automatiquement. En revanche, pour les investissements, il faut l'autorisation du conseil municipal pour autoriser la commune à engager des dépenses d'investissement, alors pour un montant égal à 1/4 des dépenses engagées lors de l'exercice précédent. Donc vous avez un petit tableau qui reprend les crédits ouverts, c'est pas les dépenses engagées, c'est les crédits ouverts, excusez-moi. Donc 1/4 des crédits ouverts en 2023, donc en chapitre 20 par exemple, pour les immobilisations incorporelles, nous avions ouvert 46 522 euros de crédit, et donc 1/4, ça fait 11 563. Pour les immobilisations corporelles, il y avait 270 420 de crédits ouverts en 2023. Donc jusqu'au vote du prochain budget, il est demandé à l'Assemblée délibérante d'autoriser d'engager 67 605 euros. Il n'y avait pas d'immobilisation en cours, donc on n'a pas le droit d'engager de dépenses avant le vote du budget. Après, on a des opérations d'investissement, parce que celles-ci aussi font l'objet maintenant d'une identification dans le budget, et on peut reprendre, selon la même logique, qu'1/4 à des crédits ouverts l'année précédente. Donc on avait 20 000 euros budgétés pour le passage de l'éclairage public au LED.
Donc ça fait 5 000 euros qui peut être engagé avant le vote du prochain budget. Et l'agrandissement du Pro du Loupio, 85 000, donc ça laisse 21 250 euros. Voilà, qui serait mobilisable avant le vote du BP 2024. Voilà. Donc là, ça ne donne pas matière à discussion puisque ce sont des chiffres que vous avez votés en conseil municipal, le BP 2023, et c'est un coefficient de 25% qui est apporté. Donc qui serait contre le vote de cette délibération? 5 contre. Vous voulez toujours pas justifier? Non. Qui s'abstiendrait? Je vous remercie. Donc nous en avons fini pour les délibérations à caractère financier. Nous passons maintenant à une délibération d'urbanisme qui consiste au transfert au domaine public de la commune de parcelles d'Épamarne. Alors c'est une délibération que nous avions mis à l'ordre du jour la dernière fois, mais qui ne vous avait pas été parvenue lors de la convocation. Donc nous vous la représentons ce soir. C'est une histoire ancienne, puisqu'en fait cette délibération avait déjà été prise en 2015, mais elle contenait trop d'erreurs pour que le notaire d'Épamarne puisse l'enregistrer valablement. Donc Épamarne nous a demandé de la repasser avec les bonnes références cadastrales, etc. Donc on est toujours sur un transfert à la commune à l'euro symbolique. Voilà. Vous avez en annexe, avec de la convocation, la délibération de 2015. Voilà. Et puis là, vous êtes demandé de repasser la nouvelle délibération. Voilà. Donc, qui serait contre ce transfert à la commune? Voilà, donc vous étiez pour en 2015, vous êtes contre en 2023, c'est incroyable. Qui s'abstiendrait? Non, mais c'est très intéressant. Je vous remercie. Ah non, la délibération de 2015 n'a pas pu être enregistrée valablement, donc c'est une régularisation de votre délibération de 2015. 5 contre, vous le direz, pas mal. Voilà. Ensuite, approbation de la modification des statuts de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Alors, Marne-et-Gondoire, comme tous les EPCI, a un certain nombre de compétences obligatoires, auxquelles s'ajoutent des compétences facultatives et d'autres optionnelles, que l'on peut ajouter, que les communes membres peuvent ajouter au fil de l'eau. Là, il est demandé par Marne-et-Gondoire aux différentes communes de l'agglomération d'adopter des compétences supplémentaires. Alors, je vais les énumérer. Nous avons en matière de santé la création et la gestion de maisons de santé pluridisciplinaires et ou de pôles médicales. Il y a déjà des maisons de santé sur Marne-et-Gondoire, sur le territoire, mais il y en a d'autres qui sont en projet. On pense à Damar, c'est fait, il y a Ferrières, il y a d'autres villes comme ça. Et pour les gérer, pour les mettre en gestion, Marne-et-Gondoire a besoin d'une délibération en ce sens. En matière de lecture publique, donc c'est la mise en réseau des équipements. Création, extension et gestion de crématorium et de sites cinéraires. Il y a un projet sur l'agglomération de crématorium. L'emplacement n'est pas encore décidé, mais mais ce sera un projet porté par Marne-et-Gondoire. Donc il faut pour ce faire que l'agglomération ait la compétence pour engager les fonds et contracter avec les éventuels AMO ou les délégataires de services publics. Participation aux actions intercommunales en faveur de l'emploi, dont les missions locales. Vous vous souvenez peut-être que l'an passé, il y a eu une révision de la CLECT. Chanteloup cotisait en tant que commune à la mission locale. Il y avait une petite cotisation en fonction du nombre d'habitants. C'est maintenant l'agglomération qui a repris à sa charge, je n'ose pas dire ça comme ça, puisqu'ils ont repris la compétence mission locale. Donc ils payent notre cotisation à notre place. Mais bien sûr, c'est pas gratuit. Le montant de la cotisation est déduit de notre attribution de compensation. Donc pour la commune, c'est un jeu à somme nulle. Et puis pour l'agglomération, ça permet en fait aux missions locales d'avoir moins d'interlocuteurs. Voilà. Il y a quand même la mission locale des Boucles de la Marne est à cheval sur 3 agglos. Paris-Vallée de la Marne, Marne-et-Gondoire et Val-d'Europe agglomération. Donc ça fait quand même beaucoup de communes. Paris-Vallée de la Marne a entrepris la même démarche. Il reste Val-d'Europe agglomération qui, elle, a fait le contraire. En fait, c'était une compétence communautaire, et avec l'arrivée des 5 nouvelles communes, eh bien, ils ont redonné aux communes la compétence en matière de mission locale. Mais on ne désespère pas qu'ils reviennent un petit peu à l'état d'esprit précédent. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, les communes de Marne-et-Gondoire ont transféré cette compétence à l'agglomération. Subventions aux associations et clubs utilisant un centre aquatique intercommunal. Donc pour nous, on n'a pas d'association de natation, mais si un jour on en avait,
eh bien, Marne-et-Gondoire serait en position de les subventionner. Énergie renouvelable. Alors bon, ça c'est un gros sujet. Je ne veux pas dire que c'est une usine à gaz, ça ferait rire, mais il y a un petit peu de ça quand même. Il y a la réalisation en ce moment d'un schéma directeur des énergies renouvelables. Alors ça, c'est la partie intéressante du travail, parce que ça fait un petit peu l'inventaire de tout ce qui se fait déjà sur l'agglomération, de tout ce qui est possible de faire, et aussi dans quelle mesure des économies peuvent être faites au niveau du territoire. Alors le Marne-et-Gondoire a le projet ambitieux d'être un territoire excédentaire en énergie pour 2050. En tout cas, même si on imagine mal comment c'est possible, c'est toujours intéressant de se fixer des objectifs ambitieux. Mais pour ce faire, il y aura énormément alors non seulement de documents réglementaires à produire, mais aussi de subventions à verser, d'ingénierie aussi à mettre à disposition des communes. Et pour ce faire, pour pouvoir bénéficier du soutien de l'agglomération sur ces sujets, il faut lui transférer la compétence. En économie d'énergie, alors c'est un autre point en matière de conseil, c'est des sujets très très techniques qui vont faire appel à beaucoup de cabinets d'expertise extérieurs. Voilà. Donc ça, ce sont des transferts qui ont été vus en conseil communautaire et qu'il faut bien confirmer dans les conseils municipaux des différentes communes. Voilà. Donc qui serait contre le transfert de ces compétences à l'agglomération? Qui s'abstiendrait? Merci. Nous avançons dans l'ordre du jour. Nous arrivons maintenant à un point concernant l'enfance, qui est le renouvellement du projet éducatif de territoire, PEDT. Alors le PEDT, c'est un document dont on a hérité, qui le premier date de 2019, je parle sous votre contrôle, monsieur Ateba, je crois que c'était ça, et dont il fallait renouveler le contenu. Alors le PEDT précédent avait le mérite d'exister et puis d'avoir pu déclencher un certain nombre de subventions de la CAF notamment, et puis aussi d'un petit peu de s'entraîner sur l'exercice. Là, pour ce PEDT, on franchit une étape supplémentaire puisque depuis 2019, l'approche éducative est devenue beaucoup plus transversale qu'elle ne l'était par le passé. Il ne s'agit pas seulement de définir un document cadre qui organise les services pédagogiques de l'enfance au sein de ce qui est offert par la commune, mais également d'associer les partenaires privés de la commune, les crèches par exemple, mais aussi les structures du territoire, les structures de l'agglomération, et particulièrement depuis la signature de la CTG, qui est le contrat territorial global avec la CAF. Donc si vous êtes intéressé au document qui vous a été envoyé, vous voyez que c'est un contenu qui est beaucoup plus ouvert sur l'extérieur. Ce n'est pas que les actions municipales qui comptent, et ce ne sont pas que les actions de Chanteloup-en-Brie. Voilà. Donc il y a 4 axes principaux qui sont mis en avant dans ce PEDT. Donc l'articulation des activités périscolaires avec les enseignements des écoles. L'accessibilité et l'inclusion de tous les enfants. Donc ça c'est important parce que c'est aussi un axe fort que nous a demandé de développer la CAF dans le cadre de la CTG. L'ancrage du projet dans le territoire, là je crois qu'on le voit tous les jours, le fait déjà qu'on ouvre notre périscolaire aux communes voisines, c'est quelque chose de très important. Et la qualité des activités, donc ça c'est la base, on va dire, de tout le PEDT. Voilà, vous avez eu en copie le document, y a-t-il des questions? Oui. Par rapport au projet suivi du PEDT mis en place donc depuis 2019, quelles sont les réalisations concrètes du coup et le résultat quels sont les résultats? Il y a peut-être des choses négatives parce que c'était la mise en place d'un PEDT, c'était une première étape. Et puis par rapport à votre 4 axes qui sont mis en avant, dans les activités périscolaires avec les enseignants, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place? Qu'est-ce qui est envisageable et qu'est-ce qui a éventuellement pu être engagé avec les enseignants? Sur l'accessibilité et l'inclusion de tous les enfants, qu'est-ce que vous entendez par là et quels moyens la ville souhaite mettre en place? Sur l'ancrage du projet du territoire, donc il n'y a pas ça, c'est avec Marne-et-Gondoire, je pense aussi qu'on peut travailler là-dessus. Et quand vous parlez de la qualité des activités, est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus là-dessus, s'il vous plaît? Alors, avant de passer la parole à M. Cassada, qui va vous répondre sur les points plus précis, je vais répondre à l'envers. Alors, en fait, Marne-et-Gondoire, pas tellement. Marne-et-Gondoire n'a pas de compétences enfance, donc finalement, c'est pas un acteur très très important de la question de l'enfance. En revanche, les autres communes, oui.
hein, et on travaille ensemble. Alors, et ça fait le lien avec votre question qui précédait sur le handicap, par exemple. Les moyens que nous nous sommes donnés déjà, c'est un gros effort de formation, puisque nous avons formé déjà une grande partie de notre personnel scolaire à l'accueil d'enfants autistes, par exemple. Nous avons même aussi accueilli des enfants autistes d'autres communes. Bussy-Saint-Georges a un grand projet sur une maison de l'autisme. Voilà, donc ça, c'est des sujets transversaux que l'on va développer au fur et à mesure avec les villes voisines. Pour le bilan du PEDT 2019, alors déjà, moi, je ne veux pas rentrer dans les choses négatives parce que moi, j'en vois pas. Encore une fois, M. Ateba, c'est un document qui a eu le mérite d'exister, puis qui n'a pas eu de chance, puisque finalement, dès sa mise en œuvre, c'est la Covid qui est arrivée et tout a été bouleversé. Donc finalement, ce n'est pas un document qui a eu beaucoup le temps de vivre, hein. Donc ça, il faut le reconnaître. Et puis clairement, on a fait le bilan. Le bilan est présent dans le document qui vous a été envoyé, entre les objectifs atteints, non atteints et ceux en cours. Et oui, comme disait Monsieur le maire, globalement sur le PEDT 2019-2022, il y a eu 2 années perdues. À cause de la Covid, ça a été compliqué de mettre des choses en place proprement. Et je me permets de rappeler qu'également, en 2019, c'était la création des PEDT en France. Vous avez eu quand même la compétence d'avoir créé le PEDT à Chanteloup, ce qui est une très bonne chose, hein. C'était les premières existences et on ne fait que pour le coup poursuivre avec des données supplémentaires qu'on a aujourd'hui qui n'existaient pas en 2019 tout simplement. Alors, si vous pouvez me rappeler les questions suivantes, parce que là, depuis 5 minutes, je les ai oubliées, je suis désolé. Non, c'était sur l'articulation des activités périscolaires avec les enseignants. Qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce qui a été envisagé? Qu'est-ce qui a été éventuellement proposé par les équipes enseignants en relation avec la collectivité? Sur l'accessibilité, donc l'inclusion des enfants, quels sont les projets éventuellement que la ville a envie de mettre en place sur proposition des équipes d'animation et éventuellement, pourquoi pas des enseignants aussi, hein, je pense que ça peut rentrer là-dedans. Et puis sur la qualité des activités, qu'est-ce que vous entendez par là? Et voilà, juste développer un petit peu plus pour nos citoyens, s'il vous plaît. Merci. Alors, première chose pour, on va dire, la transversalité entre l'école et le péri extrascolaire, on a déjà commencé à travailler énormément sur l'écologie, sur le recyclage, y compris, je pense que vous l'avez constaté il y a quelques temps, on a mis en place un festitaire, hein, qui était une collaboration entre les écoles et les équipes de l'enfance et de la jeunesse. Donc c'était une première pierre, il y en aura d'autres qui viendront. Au niveau de l'accessibilité du travail sur le handicap, déjà nous avons la directrice du Cantou qui s'est portée volontaire pour être la référente de la réception du handicap et qui donc a eu déjà des formations dans un premier temps, qui va continuer à recevoir d'autres formations pour se perfectionner et petit à petit on essaiera d'accueillir le mieux possible les personnes qui en ont besoin, sachant qu'on a du personnel sur le temps scolaire, mais nous n'avons pas de personnel spécialisé sur le temps périscolaire, y compris sur les pauses méridiennes, parce que tout simplement on n'en trouve pas et que le personnel qui est disponible sur les horaires scolaires ne souhaite pas travailler également sur les pauses méridiennes parce qu'ils ont besoin de repos. Et enfin la dernière que j'ai de nouveau oubliée, pardon. La qualité des activités. La qualité des activités, on va travailler réellement de plus en plus à mettre un fil rouge sur l'ensemble de l'année, que l'année périscolaire ait une vraie cohérence de septembre à juin, histoire d'avoir un vrai suivi pour que les enfants ainsi que les parents comprennent où on emmène les enfants au cours de leur année. Alors, merci. Vous parlez des agents, je présume, des agents municipaux sur la notion de handicap. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable de les mettre en formation, de leur proposer des formations? Parce qu'effectivement, le handicap, c'est très compliqué. Moi, je suis tout à fait d'accord d'entendre qu'un agent ne souhaite pas s'occuper d'un handicapé parce que ça peut être compliqué, et puis c'est une source qui peut être de stress, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, l'inclusion, elle est quasiment obligatoire, et c'est normal parce que nous naissons tous libres et égaux en droit, et donc les enfants, quel que soit leur handicap ou leur non-handicap, doivent pouvoir bénéficier de l'éducation, d'un accueil de loisirs au mieux de nos capacités, bien évidemment, parce que tout n'est pas faisable. Ça, il faut l'entendre. Mais justement, par rapport aux animateurs, est-ce qu'il est envisagé de leur proposer des formations, d'avoir aussi des feedbacks avec des professionnels pour leur expliquer
toute la richesse que peut apporter l'échange avec le handicap, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et je fais aussi une petite transition sur la qualité de vos activités. Justement, vous parliez de travailler avec les collectivités du territoire, quelques-unes, sur ce qui est mis en place dans certaines collectivités qui ont peut-être plus de moyens aussi. Ça aussi, il faut l'entendre. Hein, ça, c'est pas une critique là-dessus, loin de là. Les possibilités de travailler là-dessus. Et dernier point, vous me parliez des activités, de l'articulation avec les enseignants. On parle beaucoup, et c'est d'actualité malgré les réseaux sociaux, sur le harcèlement scolaire. Est-ce qu'il y a un pôle harcèlement qui est mis en place justement par la collectivité? On sait très bien que malheureusement, c'est des choses de plus en plus récurrentes. Ça se faisait beaucoup au collège. Enfin, le harcèlement arrivait beaucoup au collège, mais il commence à arriver énormément, il ne faut pas se mentir là-dessus, chez les CM1, CM2, les réseaux sociaux, l'accès au téléphone et tout et n'importe quoi. Je ne suis pas là pour faire l'éducation des parents, hein, mais c'est aussi un constat, il faut être honnête là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place sur un pôle harcèlement au sein de la collectivité qui peut s'articuler en lien avec le centre de loisirs et les compétences des uns et des autres? Alors déjà, au niveau du handicap, nous avons commencé en début d'année civile. Hein. Au mois d'avril ou mai, on a eu la visite de professionnels du handicap au sein de l'école du Cantou, principalement au niveau de la cantine, parce que forcément le temps scolaire ne nous incombe pas directement. Les professionnels sont venus observer comment nos agents géraient les personnes munies d'un handicap. Et de là, on a découlé des formations, on a découlé des agents qui se sont portés volontaires, et les formations suivent leur cours. C'est pas, voilà, tout le monde n'est pas formé aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, tout le monde ne souhaite pas être formé. Le handicap, ça peut faire peur. On n'est pas tous à même à considérer une personne handicapée et à pouvoir s'en occuper. On n'a pas tous les mêmes compétences. Donc des agents se portent volontaires et ça va se faire petit à petit, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un des axes de progrès qu'on a, de former au maximum tous les agents que nous avons au sein de la collectivité. Et aussi une autre nature d'intervenants qui est très importante, c'est le monde associatif. Nous sommes par exemple nous travaillons beaucoup avec le Lions Club, le Rotary, qui sont très dynamiques sur certains sujets de handicap. Ils nous font des dons de matériel adapté aux enfants. Ils participent aussi à l'effort de formation et à l'organisation de la prise de conscience auprès de nos équipes, justement de soulever la difficulté et aussi la chance professionnelle qui peut y avoir à s'occuper d'enfants porteurs de handicap. Je voudrais apporter aussi une précision, enfin une information complémentaire sur le concept de transversalité. On ne parle pas seulement là dans le PEDT d'activité, c'est pas seulement comment est-ce qu'on va occuper nos enfants, c'est aussi développer avec tous les acteurs en contact avec l'enfance des démarches pédagogiques qui soient cohérentes. Un exemple tout bête, si à l'école les enfants n'ont pas le droit de monter sur la table sans se faire punir, il faut que dans le périscolaire ils se fassent punir s'ils montent sur la table. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ce genre de choses qui implique qu'il y a un dialogue en fait permanent entre les différents acteurs et qu'il y ait une cohérence, parce qu'aujourd'hui nos enfants passent de main en main finalement. On dit qu'il faut un village pour élever un enfant, là on est en plein dans cette logique. Donc un enfant va passer de l'école au périscolaire, peut-être un mode de garde à l'extérieur, au monde associatif. Tout ça, ça rentre en compte dans le dialogue qui est établi au sein du PEDT. Alors justement sur la première mouture 2019 du PEDT, on en avait évoqué, mais c'était pas à l'ordre du jour, hein, c'était vraiment des pistes de réflexion, de mettre une charte à l'initiative de la collectivité, justement entre l'école et le centre de loisirs, parce que les enfants sont beaucoup plus présents au sein de l'école et au sein du centre de loisirs qu'au sein de la famille, hein, malheureusement avec les temps de présence sur ces lieux-là. Et donc, est-ce que aussi par ailleurs une charte pourrait être travaillée en collaboration, justement, l'idée que vous disiez, Monsieur le maire, on ne monte pas sur les tables. Alors la notion de punition m'a un peu choqué dans mes oreilles. Alors si un enfant qui monte sur une table, il faut le punir. La sanction. Il y a une grande graduation de sanctions, donc on trouvera. Oui, d'accord. Si c'est les mots qui vont. C'est important pour les enfants. La punition peut être frustrante à certains moments. Bon bref, c'est pas le sujet. Oui. Alors, si j'ai fait cette intervention, c'est bien parce que c'est un sujet qui m'a été rapporté, et notamment avec notre directeur de l'enfance et les directrices des écoles. Donc, je ne sais pas où en est
la formalisation de cette réflexion, mais elle existe. Alors une charte, pourquoi pas, on verra avec les services si c'est l'outil est nécessaire, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de savoir que cette démarche existe, et ça me semble important dans un PEDT. Je vais vous répondre sur le harcèlement. Nous avons déjà commencé il y a 2 ans avec nos partenariats avec l'association Les Papillons, qui lutte contre toutes les violences faites aux enfants, qu'elles soient à domicile, qu'elles soient dans les clubs de sport ou dans les centres de loisirs ou à l'école, peu importe. Et nous sommes en réflexion via le CME, le Conseil municipal des enfants, pour faire une table ronde un peu plus large justement sur le harcèlement. Et déjà en ce début d'année, nous avons désigné des ambassadeurs qui sont des enfants qui ont été jugés plus matures ou plus aptes à cette fonction, à essayer de désamorcer d'éventuels conflits dans la cour d'école. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont là pour s'interposer, ils sont là pour désamorcer les choses. Si effectivement ça sort de leur domaine de compétence, l'adulte est à côté pour intervenir. Voilà, donc nous avançons sur ces pistes-là. Alors, Chanteloup est une petite ville magnifique, et donc la question, pour ma part, c'est a-t-on connaissance, je veux pas de nom, pas là le problème, mais est-ce qu'il y a un phénomène de harcèlement, de violence qui est en évolution à Chanteloup-en-Brie? C'est pas pour faire de la simulation, mais est-ce que c'est des choses qui sont remontées, qui existent, qu'on peut percevoir? Voilà. C'est compliqué à dire parce qu'on est arrivé en 2020 en pleine période Covid, donc on a un recul sur une vie normale scolaire de 18 mois. Pour moi, c'est compliqué de dire que ça a augmenté ou ça a diminué. Ça existe, on ne va pas se leurrer, ça existe. Je ne sais pas si ça existe plus qu'en 2019-2018. En tout cas, vous avez raison, il y a deux parties dans votre question, donc il y aura forcément deux réponses. Oui, on est une ville tranquille. Si les problèmes que l'on a à Chanteloup sont très certainement moins aigus que dans d'autres communautés. En revanche, oui, nous sommes une ville comme les autres, et même si certains problèmes ne sont pas aussi criants à Chanteloup qu'ailleurs, c'est bien le moment de mettre en place tous les outils pour s'assurer qu'ils ne le deviennent pas plus tard. Donc je pense qu'on a des bonnes conditions. Ce qui est important, c'est de prendre conscience de l'existence de ces problèmes, de ne pas être dans le déni. Et qu'après tout, si on met en place des outils qui sont peu utilisés, tant mieux, on s'en réjouira tous, mais au moins il ne faut pas passer à côté de quelque chose le jour où les problèmes arriveront. Voilà. Donc. Et est-ce que du coup, je vais terminer, je suis très long, je suis désolé, sur ce PEDT, est-ce que la notion de relation avec les parents, alors je ne parle pas sur le temps scolaire, je parle sur le temps périscolaire, accueil de loisirs, est-ce que les parents ont une voix au chapitre? Est-ce qu'on inclut les parents? Est-ce qu'on impose aux parents? Est-ce que l'on informe les parents? Est-ce qu'on sanctionne aussi les parents quand il y a des dérives qui peuvent arriver? Alors c'est un des objectifs du comité de pilotage qu'on a mis en place, dans lequel on a intégré un représentant de l'association des parents d'élèves, un comité de pilotage qui se réunira 2 fois par an. Nous avons donc demandé aux représentants des parents d'élèves de faire des sortes de sondages auprès des parents pour se rendre compte de ce que les parents peuvent reprocher, peuvent voir comme piste d'amélioration ou aussi de quoi ils peuvent se satisfaire, et également effectivement demander à ces représentants de faire redescendre les messages qu'on a à leur donner parce que sont eux nos interlocuteurs prioritaires par rapport aux parents d'élèves. C'est un document important parce que c'est un document qui est pluriannuel. Donc on va pas y revenir avant plusieurs années. Donc c'est bien qu'on balaye un petit peu tous les sujets. Il n'y a pas de problème. Alors je vais vous donner mon sentiment sur le vote, mais les collègues vont voter aussi. L'idée est louable, il est très bien. Enfin voilà. Maintenant, à titre personnel, et mes collègues feront leur vote, moi je vais voter contre parce que il y a des éléments qui nous manquent. Et c'est dommage, mais après, voilà, c'est votre politique et que tout à fait respectable là-dessus. Attendons, vous avez raison, vous êtes arrivé sur une période transitoire et le Covid, personne n'y est pour rien là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais sur les retours du PEDT, il manque un peu des éléments sur les...
il y a forcément des choses qui n'ont pas marché. C'est pas grave. Oui, relatif au PEDT précédent. Voilà, et c'est ça qui ne remonte pas parce que le PEDT tel qu'il a été proposé il y a quelques années, c'est voilà, on met en place des actions, on fait un feedback, on voit ce qui a fonctionné, on rectifie et c'est normal hein, parce que c'était le premier. Et voilà, je n'ai pas de vision de ce qui n'a pas marché, c'est dommage parce que c'est là où justement on peut, avec cette vision, voir ce qui est envisageable de changer, de corriger ou d'améliorer ou de perfectionner aussi. Voilà, c'est pour ça que c'est le point qui me dérange un peu là-dessus. Voilà. Mais sinon, sur l'idée en soi, voilà, et puis vous respectez l'intention du PEDT tel qu'il est défini par le ministère. Oui, parce que c'est un document qui est co-construit comme avec beaucoup d'organismes associés. Bon, puisqu'on en est aux prises de position, je vous propose de nous exprimer sur l'approbation de ce PEDT. Donc, qui serait contre? Donc. Alors, c'est 3. Alors, Madame Gilliot, vous aviez un pouvoir, donc ça fait 4, c'est ça? Donc, 4 contre. Qui s'abstiendrait? Une abstention? Je vous remercie. Nous passons maintenant au point suivant. Donc, on a 2 délibérations à prendre en matière de ressources humaines. La première, la grand classique du conseil municipal, la modification du tableau des emplois. Alors, vous le savez que le tableau des emplois doit être modifié de telle sorte qu'il y a la plus grande adéquation possible entre les postes ouverts et les postes effectivement occupés, que les postes des agents, enfin les postes occupés par des agents qui ont une carrière qui se déroule, donc qui évolue, il faut créer aussi le grade qui correspond à leur évolution de carrière. Donc dans cette logique, à chaque modification du tableau des emplois, eh bien, on crée des postes pour en recréer d'autres, en fait, dans un grade différent pour suivre l'évolution de la carrière des agents. Donc ça, c'est essentiellement ce qui se passe dans les modifications, avec quelques exceptions que je vais noter, parce que je pense que c'est ces points-là qui intéressent le conseil municipal. Pour les adjoints techniques, vous voyez qu'on est à +2 et +1. D'accord ? Donc ça, il s'agit de création. Il s'agit bien de création de postes. Je l'ai évoqué dans un conseil municipal précédent, je le rappelle ici, nous n'allons pas prolonger le marché de ménage. Donc nous allons créer en régie un service municipal pour l'entretien et le ménage des bâtiments. On a une obligation de reprendre le personnel du prestataire qui effectuait ces missions de ménage auparavant. Donc il faut créer les postes pour ces personnes. Donc voilà, donc ça c'est les agents techniques qui sont en haut de les +2 et les +1. Voilà. Ensuite, pour les agents de maîtrise, technicien principal de première classe, le -1 correspond à la fermeture du poste de DST. Voilà. Ensuite, pour les agents d'animation, -1, ça ce sont des avancements. Et en animateur, en toute fin de tableau, la dernière ligne, l'animateur principal de deuxième classe, +1, c'est en fait, ça correspond en fait à une suppression de postes dans un autre grade. Voilà. Donc, pour résumer, on crée 3 postes dans la filière technique, on supprime un poste de technicien principal et on supprime un poste en animation. Voilà. J'ai une question sur les ATSEM. Combien il y a d'ATSEM à Chanteloup maintenant aujourd'hui? Je crois qu'on en a 5,5, c'est ça? 5,5. 5,80. Oui, 5,8 pour être tout à fait exact. Ok. D'accord. Donc, ok. Et du coup, vous parlez du ménage en régie avec le personnel de l'ancien prestataire. Ils sont combien en tout, du coup, aujourd'hui? Alors là, je tends l'oreille pour que mon DGS me souffle. Ils sont 8. D'accord, ok. Et du coup, ces personnes vont passer forcément... alors, leur statut sera lequel, du coup? Alors, c'est un statut de CDI. Alors, c'est un nouveau statut, c'est quelque chose qu'on n'a pas. C'est pour ça qu'on va passer une délibération au mois de janvier. Il faut créer les conditions de l'accueil de ces agents de notre collectivité. Et à terme, ils
passeront dans la filière, enfin ils pourront passer fonctionnaires ou... Alors ça, il faudra d'abord qu'ils fassent l'affaire, hein, puis on aura le temps de voir, c'est une discussion en cours. Là, ce qui est important dans l'année qui vient, c'est de permettre l'accueil de ces nouveaux agents dans la collectivité, donc leur donner un cadre juridique qui va leur permettre de travailler, d'être rémunérés sans perte de salaire, etc. Et puis on verra bien au fur et à mesure de l'évolution et de la qualité du service et de la qualité des agents à l'intérieur du service, comment est-ce qu'on fait évoluer leur carrière ou pas. Oui, monsieur Hamdi. Oui, auparavant, on avait ce type de personnel. Hein. On a fait le choix de passer au marché public à faire effectivement un appel d'offres, comme la majorité des communes dans les environs, parce qu'on sait ce que c'est aussi d'avoir ce type de personnel. Ça veut dire aussi comment les remplacer quand elles sont malades. Et elles sont souvent pour certaines malades, vu l'activité, hein, c'est quand même très physique. Et puis au niveau des coûts. Alors, est-ce que vous avez fait une étude, le pour et le contre, je suppose? Donc la question, ouais, Bien évidemment, alors ce que vous dites est absolument exact. De toute façon, que ce soit dans le privé, dans le public, la question des sociétés de ménage est quand même très compliquée. C'est très rare qu'une délégation de service public ou qu'un prestataire extérieur donne vraiment satisfaction. Ça demande aussi, pour que les prestations soient bien faites, un gros effort en interne de l'encadrement pour être derrière les ouvriers, les ouvrières, faire venir. C'est vraiment beaucoup d'administration. Pour ce qui est du coût, on passera de environ 130 000 euros par an à un petit peu moins de 100 000. Voilà. Donc je suis d'accord avec vous, ça c'est un gain immédiat. Il y aura des difficultés de gestion des carrières, puisqu'on sait que ce sont des métiers pénibles qui exposent beaucoup ceux qui les font à des accidents de travail, à des maladies professionnelles. Oui, c'est un calcul que l'on a fait, on a pesé le pour ou le contre, et il nous a semblé pertinent de le faire. Oui, absolument. C'est un choix politique après. Oui. Une dernière question pour ma part, au niveau des techniques. Dans le précédent mandat, j'étais effectivement adjoint aux techniques, donc j'ai suivi pas mal ce domaine. On a embauché un directeur des services techniques, pas pour rien, hein. On avait des nouveaux ateliers, une ville qui grandissait. Je ne comprends pas, est-ce qu'il est remplacé Alors, il est remplacé. Alors, on enlève son poste, mais la personne est présente. Oui, ça avait été expliqué dans un conseil précédent, mais il n'y a pas de problème pour vous le restituer. Il est remplacé, oui, mais il n'est pas remplacé en tant que DST et à ce niveau de rémunération et de qualification. On s'est rendu compte quand même que Champlon-Brie a la chance de faire partie d'une agglomération qui est vraiment au service des communes. Nous, on n'a vraiment aucune difficulté à faire intervenir les services techniques, enfin l'encadrement des services techniques de Marne-et-Gondoire pour nous aider sur des points de vue techniques, les marchés, etc. Donc en fait, ce qu'on avait surtout besoin à Champlon-Brie, c'était d'un encadrant pour le personnel du CTM. Donc c'est ça que l'on a, enfin c'est ce profil que l'on a recruté depuis septembre, et on n'avait pas besoin en fait. Ma première idée, c'est parce que c'est vous, monsieur Hamdi, je vais être complètement transparent. Ma première idée, c'était de me dire, en fait, on va prendre un DST, mais à tiers-temps. On va essayer de le mutualiser avec ou l'aglo ou un syndicat, etc. Donc, il sera un petit peu mon bras droit pour les marchés, pour les rétrocessions, pour les trucs comme ça. Et puis, on prend, on va dire, un agent de maîtrise, enfin un cadre un petit peu intermédiaire pour s'occuper du CTM et de l'équipe au quotidien. Voilà. Bon, on a eu du mal quand même à recruter un DST à tiers-temps, on va dire. Donc, et puis en fait, à force on a été sans DST pendant plusieurs mois, donc on s'est rendu compte que Marne-et-Gondoire remplissait très bien le vide. Donc on va jouer notre carte crânement. Après tout, si Marne-et-Gondoire est content de nous aider, on ne va pas dire non. Après tout, nous sommes des contributeurs importants à l'agglomération. Donc voilà. En tout cas, ça fonctionne bien depuis septembre. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à votre question précisément. Madame Munier. Non, du tout. Mais alors, du coup, la gestion d'équipe, parce que quel est le grade de cette personne qui... Ou alors j'ai pas suivi, j'ai loupé un épisode. Le grade de cette personne qui fait, entre guillemets, office d'encadrant. Alors, je vais vous répondre dès que j'aurai la réponse. C'est un grand confort d'avoir un DGS. Il est agent de maîtrise. Ouais. Bon, c'est ce que j'ai évité monsieur Hamdi à l'instant. Je ne m'étais pas trompé. D'accord. Dernier point sur les ATSEM, du coup,
c'était un grand sujet de débat sur l'ancien mandat. Les ATSEM ne font le ménage de leur classe, c'est ça. Elles ne font pas le ménage de l'école parce que c'est dévolu actuellement à une société extérieure. On en a parlé effectivement d'avoir des sociétés extérieures pour faire le ménage, c'est compliqué. Dans le concours d'ATSEM, il est quand même dans leur fiche de poste globalement, elles assurent le ménage aussi des parties communes. Ça ne se fait toujours pas à Chanteloup, je présume? Pas aujourd'hui en tout cas, non. D'accord, bon voilà, c'était juste ce point. Merci. Alors un petit complément sur les ATSEM, sur le taux d'encadrement ATSEM, parce que oui, c'est important, il faut aussi voir ce qu'on est capable de demander aux ATSEM. Dans beaucoup de villes voisines, en général, le nombre d'ATSEM est égal au nombre de classes moins 1, on va dire, par site. C'est comme ça à Montévrain, c'est comme ça dans d'autres villes. Nous, on est un petit peu en dessous parce qu'on a créé une classe de maternelle à la rentrée. C'était assez surprenant, mais on a eu un pic. Alors je sais pas si c'est sur les bébés Covid ou quoi, mais on a eu. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Il y avait deux théories. Vous l'avez pas cru. Il y avait deux théories. Donc on a créé une classe. Donc aujourd'hui on a un taux d'encadrement qui est quand même un petit peu en dessous de ce qui se fait dans les villes. Alors les villes un peu riches, quoi, mais enfin dans les villes voisines. Donc il faut faire attention quand même à ne pas trop charger la barque des ATSEM. Et c'est aussi pour cette raison qu'on n'a pas introduit le brossage des dents en maternelle. Vous savez qu'aujourd'hui nos enfants de Chanteloup se brossent les dents au périscolaire, à l'extrascolaire. On a commencé à l'introduire au Loupio avec des professeurs, dans les classes volontaires, mais on n'a pas voulu le faire en maternelle parce qu'entre les enfants déjà qui sont pas trop autonomes pour aller faire pipi, ceux qui sont pas trop autonomes pour lasser leurs chaussures, etc., on voulait vraiment pas rajouter de complexité. Il faut le faire sur une période de vacances, c'est plus sympa. Oui, on l'a fait en février, mais après, ce qui est bien, c'est d'installer le truc dans le temps. On en parlera. Du coup, il n'y a pas de recrutement d'ATSEM, du coup. C'est pas envisageable. Alors, je dis pas que c'est pas envisageable. Là, on parle de l'État, mais pas aujourd'hui. Donc 6 ATSEM. Enfin bon, il y a un petit temps partiel thérapeutique, donc ça fait 5,8. Après, ça dépendra beaucoup de l'état des finances de notre commune, du niveau aussi des effectifs scolaires, parce que ça change finalement assez vite. En 3 ans de mandat, on a quand même fermé 3 classes, ouvert une. Enfin bon, ça bouge. Donc on verra en fonction des circonstances année par année. Ce sont des postes qui sont facilement pourvoyables. On n'a pas de difficulté pour recruter des ATSEM. Bon, si on a fait le tour des questions sur le tableau des emplois, je vous propose de mettre la délibération au vote. Donc qui serait contre la modification de ce tableau? 5 contre. Qui s'abstiendrait? Merci. Alors on reste dans les RH, le social, avec la présentation du rapport social unique. Alors c'est pas un document qui est soumis au vote, c'est un document qui est partagé avec le conseil municipal, qui prendra acte en fait de la discussion s'il y en a une autour du document. C'est un document qui en fait se constitue automatiquement par les données sociales qui sont remontées par la commune vers les différentes instances qui suivent la situation de notre personnel. C'est un rapport qui est annuel, qui concerne l'année précédente. Donc là, c'est le rapport qui concerne la situation de 2022. Il n'y a pas de grands changements par rapport à 2021. On est toujours sur un niveau de rémunération qui représente 54% environ de nos dépenses de fonctionnement, ce qui est un petit peu au-dessus de la moyenne. Mais ça, c'est lié beaucoup parce que Chanteloup est une ville jeune et qu'on a beaucoup de personnel en animation. Le ratio homme-femme n'est pas bon, il faut qu'on travaille, il y a trop de femmes, donc il faut qu'on fasse un effort pour recruter des hommes. Oui, la parité, on la veut ou on la veut pas. Donc les consignes sont claires, il va falloir recruter des hommes, voilà. Quoi dire d'autre? Oui, il y a quelque chose qui n'apparaît pas dans l'effort de formation parce que les dates sont un petit peu télescopées. Nous avons quand même, au cours de l'année, fait des formations électricité à l'ensemble du personnel technique. Voilà. Et puis également, alors attendez, je l'avais noté dans mon
truc. Et la formation sécurité, donc incendie et tout, pour la moitié des agents. Donc on fait par moitié d'une année sur l'autre. Hein. Donc ça, c'est un effort de formation qui n'apparaît pas dans le compte rendu. Voilà. Incendie, sécurité du travail, voilà, tout ce qui est CST. Et les techniciens, les habilitations électriques, pardon, ont été faites complètement cette année. Oui, c'est ça. Oui. Vous parlez du rapport égalité homme-femme et le rapport, le pourcentage, alors c'est pas une obligation mais c'est bien d'y penser, le pourcentage éventuellement pour l'inclusion des personnes handicapées. Oui, très bonne question parce qu'effectivement ça c'est quelque chose c'est une obligation qui pèse sur les collectivités territoriales comme pour les entreprises privées. On a l'obligation, je crois, d'employer 6% d'agents, enfin en tout cas d'agents, porteurs de handicap. On était loin du compte en arrivant, ce qui fait qu'on payait une pénalité chaque année. Donc on a entamé, alors je vous dirai après, je partagerai avec vous une anecdote. On a entamé comme une démarche pour essayer de se rapprocher de ce taux d'encadrement, parce que quitte à payer, autant que ce soit utile, autant que ce soit la rémunération pour les personnes handicapées. Aujourd'hui, on y est presque. Et en 2023, lorsque le rapport social unique sortira, enfin en tout cas pour l'année 2023, vous verrez qu'on est bon. Donc on a payé, je crois, une amende de 1 500 € au lieu de 7 000 l'an passé, et on sera à 0 pour l'exercice 2023. Comment est-ce qu'on y est arrivé ? En fait, on a aussi fait un travail en interne, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agents, alors dans le public comme dans le privé en fait, qui sont porteurs de handicap, ou qui ne le savent pas, ou qui n'osent pas le dire parce qu'ils ont peut-être des craintes sur leur évolution de carrière ou sur le regard qu'on peut poser sur eux. Et on a fait un travail en interne assez important qui nous a permis d'identifier des agents éligibles à des dispositifs liés au handicap. Et ça, je trouve que c'est une démarche qui est très très vertueuse parce que c'est toujours assez frustrant et désolant de voir des personnes qui ont des droits et qui ne les font pas valoir. On est une société qui donne beaucoup de droits, mais on ne s'interroge pas toujours sur la capacité des différentes personnes à les exercer et à les connaître. Voilà. Donc en 2023, vous verrez que dans le rapport social unique, nous serons à jour de nos obligations en matière de handicap. Alors effectivement, sur le pourcentage de handicap, c'est très compliqué, vous l'avez dit, hein, parce que effectivement, c'est des situations parfois complexes. Maintenant, atteindre 6%, c'est compliqué. Et puis, c'est pareil aussi, ces personnes ont-elles des aménagements de poste? Du coup, est-ce qu'on travaille avec elles pour des aménagements de poste dans la possibilité, bien attention, dans la possibilité, tout n'est pas faisable parfois, hein, ça il faut aussi l'entendre. Et du coup, y a-t-il des possibilités de reclassement par rapport pour ces personnes du coup? Alors c'est bien l'intérêt de les identifier, parce que tant qu'on ne les a pas identifiés, il n'y a aucune réflexion possible sur l'aménagement de poste, leur équipement, leur éventuel reclassement. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu des reclassements à l'intérieur de la collectivité pour des personnes qui aient été identifiées comme porteurs de handicap. En revanche, ça déclenche tout un autre type de droits et de possibilités qu'on s'empresse bien sûr de respecter, ça va de soi. Oui, ça peut être lié à des appareillages ou des adaptations de postes d'environnement, comme on dit. Oui, complètement. Avec un dossier Cotorep ou autre. Moi, j'avais une question j'avais remarqué les gens en lisant le bilan, c'était le pourcentage des 54% de personnel. Sur la charge salariale ? Oui, la charge salariale, on va le voir budgétairement, hein, il va y avoir une conséquence. Bien sûr. Et en plus, en changeant en plus au niveau des services techniques la prise en compte de personnel supplémentaire, on va augmenter encore plus ce pourcentage. Alors, c'est pas le cas. Si vous regardez par rapport à l'année précédente, où tous les équipes budgétaires, on a toujours été aux alentours de 54, 53, 54%. Alors, on a été rappelé par la Cour des comptes, mais le Trésor public, il nous disait en gros 50%, maxi, pour une commune de la vôtre, 50%, c'est déjà bien. Donc là, on passe au-dessus. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les toutes premières discussions qu'on a eues après l'installation de ce conseil municipal, on a dit qu'on avait comme politique de dénoncer pas mal de délégations de services publics pour réintégrer en interne les opérations. C'est pour ça qu'on a beaucoup recruté au service technique, par exemple. Donc ça, c'est aussi un choix politique qu'on est capable d'expliquer. C'est-à-dire que si on est à 54% des dépenses de fonctionnement pour le personnel,
c'est aussi parce qu'on a beaucoup moins de dépenses en prestations extérieures. Quand vous suivez le budget, ça c'est visible d'ailleurs. Oui, tout à fait, je comprends très bien, ça se voit budgétairement. Et maintenant, si vous voulez, pour les petites, on reste comme une petite commune, parce que là on est à 60 et quelques agents, mais on est à 58 équivalents temps plein. Donc vous voyez, un recrutement, 2 recrutements, tout de suite, ça impacte immédiatement, ça rend visible en fait les petites nuances qu'on peut avoir d'une année sur l'autre. Tout à fait. Donc après, s'il y a d'autres secteurs, d'autres services sur la commune qui pourraient être envisagés à une embauche sur un domaine particulier, on sera un petit peu limité là. Alors en fait, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est pas tellement de savoir si on a les moyens d'embaucher, c'est qu'on n'est pas toujours capable d'embaucher. C'est-à-dire qu'il y a des filières entières où on ne trouve pas de personnel. Vous voyez, donc la question de l'emploi, c'est vraiment très compliqué. Parce qu'il faut prendre le temps de bien expliquer la situation, la mettre en perspective avec d'autres politiques, notamment celle que je viens d'évoquer sur la réduction des dépenses liées à des contrats avec des prestataires extérieurs, et puis aussi la situation du marché de l'emploi, qui pèse dans les deux sens, difficulté de recrutement. Donc ça, budgétairement, c'est pas une bonne nouvelle, mais budgétairement, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que souvent, en fin d'année, on se dit, on n'a pas dépensé tout notre chapitre 12. Oui, on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a budgété, mais surtout, on a eu des difficultés de recrutement qui font qu'on a fait des économies. Mais attention, les difficultés de recrutement, ça veut dire aussi que les personnes qui se présentent à nous pour être recrutées ont des exigences supérieures à ce qu'elles étaient il y a quelques années. Donc, c'est une matière très intéressante, la question des RH. J'ai oublié mon mot. Par rapport au pourcentage, pourcentage des dépenses de fonctionnement du personnel, nous avons fini avec 51%, Pierrette, à peu près, parce qu'on était une commune en développement et on l'a défendu. On a été beaucoup attaqué là-dessus. 54%, moi je suis pour quand il y a nécessité d'avoir du personnel, il y a nécessité d'avoir du personnel. Moi je suis notamment dans le domaine de l'enfance, avec la réglementation qui va bientôt changer. Attention, Monsieur Cassada, elle va changer. Monsieur le ministre va nous pondre des règles un peu plus drastiques. On va devoir embaucher du personnel d'animation parce qu'on va réduire le taux d'encadrement des enfants, vous vous rendez compte. Mais 54%, Monsieur Bambou, quand vous étiez dans l'opposition, vous nous disiez 51%, c'est pas normal et tout. 54%, si c'est nécessaire, il faut l'accepter. On l'accepte. En fait, maintenant, désolé de me répéter, mais c'est vrai, 54% ou 51 ou 50, il faut mettre aussi en perspective avec ce qui est dépensé en prestations extérieures. Et du coup, le nombre de... Monsieur Hamdi peut nous poser la question, et Madame Mignot aussi en parler, le nombre d'agents fonctionnaires a quand même diminué au sein de la collectivité. Les titulaires, pardon, excusez-moi, a diminué au sein de la collectivité. On a fait des embauches, mais on a diminué les titulaires. Alors, le pourcentage, le ratio fonctionnaires titulaires est tout à fait dans la moyenne nationale. En revanche, heureusement qu'on a baissé le nombre de fonctionnaires, parce que ce qui nous a mis quand même dans le rouge écarlate en 2021, c'est qu'avec la Covid, lorsqu'on a fermé les centres de loisirs, on n'a pas été capable d'ajuster le niveau de personnel. Et ça a été 300 ou 350 000 euros de perte de salaire. Il n'y a pas de critique sur la Covid, on n'a pas eu de recettes, il n'y a pas de critique là-dessus. Mais le nombre de titulaires a quand même baissé, alors qu'on avait quand même des gens qui étaient en poste, et on a fait des embauches. 54%, monsieur Pambou, quand même. Voilà. Allez. Le titulaire, c'est une garantie quand même d'un bon service public. Alors, ce qui est la garantie d'un bon service public, et c'est pour ça qu'on a embauché, c'est d'avoir des agents. Ça, c'est quelque chose... oui, moi, je viens du privé. J'ai toujours considéré que les agents de service public, surtout dans le territorial, travaillent énormément et produisent un excellent service. Et je pense que c'est notre matière première, les agents. Donc, moi, je ne serai jamais avare pour l'embauche d'agents. Maintenant, c'est vrai que la partie contractuelle, c'est quand même important. On peut se permettre d'avoir plus d'agents si on a un volet contractuel suffisant. Sinon, on met vraiment la collectivité en grand risque. Vous avez raison, mais aujourd'hui, il y a des contractuels. C'est compliqué d'être contractuel dans la fonction publique aujourd'hui. Vous n'y êtes pour rien, mais l'indice de rémunération est faible, il n'y a pas d'augmentation des salaires. Il est compliqué de se loger. Actuellement, les gens qui sont contractuels pour trouver un logement, ont des difficultés, il faut l'admettre. Avoir des titulaires, c'est aussi une
garantie de pouvoir faire un emprunt, de pouvoir se loger. C'est aussi des choses importantes. La notion de service public, pour le public, c'est très bien, mais ça aussi, alors, il y a fonctionnaires et fonctionnaires, on est d'accord, mais voilà, c'est aussi permettre à des agents de s'impliquer aussi avec cette garantie d'être titulaire, parce qu'aujourd'hui, et on ne va pas se mentir, depuis quelques années, l'emploi est compliqué. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas travailler, ils viennent pour prendre un salaire et pas pour une motivation professionnelle, ça aussi c'est la vérité. Mais pour des jeunes de 20 ans, 25 ans, leurs parents ont aussi des difficultés de vie dans la société parce qu'il y a du chômage, parce que tout augmente, ils ont du mal à aider leurs enfants et voilà, donc être titulaire, la garantie de l'emploi, tant qu'on a cette chance en France d'avoir cette garantie de l'emploi, il y a des pays où on est fonctionnaire, mais quand on a besoin de vous, on vous met à la porte. Là, ça permet quand même de pouvoir être dans la vie de manière un peu plus sereine. Voilà, on a beaucoup de contractuels. Qu'est-ce qui se passe le jour voilà, c'est juste un constat, c'est pas une critique. Hein. Oui, non, mais le constat, moi je le rejoins, je vais pas vous contredire. Et en même temps, il y a un phénomène qu'on voit pas tous, qu'on n'est pas confronté, c'est que la garantie de l'emploi, c'est plus du tout l'argument qu'il était lorsque nous étions en recherche d'emploi. Moi, je suis d'une génération où il y avait en gros un tiers d'aventuriers qui partaient au bout du monde tenter leur chance, et puis les 2 tiers qui étaient anxieux de passer un concours administratif pour avoir la sécurité de l'emploi, quel qu'il soit d'ailleurs. Depuis que je suis maire, je crois avoir vu 3 agents titulaires démissionner de la fonction publique. Pas se mettre en disponibilité, mais démissionner. Vous vous rendez compte, ça c'est quelque chose que moi je pensais absolument inimaginable. Donc il y a vraiment des profils professionnels parce que les conditions des fonctionnaires sont de plus en plus dramatiques. Elles sont compliquées. Vous voulez dire que c'était un petit peu la panacée. Non, mais les conditions on ne peut plus embaucher. Là, vous prenez dans l'éducation, c'est pareil. Mais il y a de plus en plus de jeunes qui ne veulent plus être fonctionnaires pour plein de raisons. Ils préfèrent être chefs d'entreprise et tout à leur honneur, hein. C'est bien, il faut des entrepreneurs. En fait, c'est pas tellement pour être chef d'entreprise, c'est pour être apiculteur dans le sud ou faire des choses vraiment étonnantes. Mais voilà, la société change, même pour nous, on a pris un sacré coup de vieux et ça, on s'en rend compte tous les jours. Mais en fait, ce que vous avez dit est exact. Mais bon, je maintiens quand même ma position qu'il faut garder une souplesse parce qu'on est une petite commune, on n'a pas de grande marge de manœuvre financière et qu'il faut être capable d'ajuster nos effectifs à nos besoins, en fait. Et tout ce que vous avez dit, en fait, je pense que tout le monde y souscrit. Y a-t-il d'autres questions sur ce RSU? Non. Encore une fois, c'est des remontées d'informations automatiques. Donc il n'y a pas de vote, mais on prend acte que le débat a eu lieu. Merci aux différentes personnes qui sont intervenues. Il nous reste une délibération à prendre en matière d'environnement qui concerne la définition des zones d'accélération pour le développement des énergies renouvelables. Alors je ne sais plus à quelle occasion, un peu plus tôt dans le conseil, je parlais d'usine à gaz. Ça c'est une délibération qui embarrasse un petit peu tout le monde parce que les énergies renouvelables, on voit ce que c'est. Des zones d'accélération, en fait, c'est l'idée que en France, c'est que tout est compliqué, on a du mal à faire sortir des projets, mais qu'il y a une urgence à développer les énergies renouvelables, que par conséquent, il faut définir des endroits, des zones dans lesquelles les conditions réglementaires seraient plus faciles et tout. Bon, c'est l'agglomération qui a hérité de ça. Ça tombe bien parce qu'on avait quand même bien avancé dans le schéma directeur des énergies renouvelables. Je ne vous cache pas que cette délibération, elle n'est pas transcendante. Elle vient avec... Alors en plus, elle nous a obligés quand même à faire une consultation. Il y avait un registre en mairie pendant plusieurs semaines où les gens pouvaient consulter des cartes. Nous avons repris la cartographie de Marne-et-Gondoire, à 2 exceptions près. Une qui consiste, donc vous avez compris, il s'agit de par type d'énergie renouvelable, d'identifier des zones sur notre commune dans lesquelles le législateur ou l'autorité réglementaire faciliterait le développement de ces énergies. Donc on a repris la cartographie de l'agglomération, ça c'est une délibération qu'on prend dans toutes les communes. À 2 exceptions près, la première concerne la ressource photovoltaïque. Parce que toute la ville était couverte, était une zone d'accélération en fait. Or moi je ne suis pas du tout favorable à ce que les champs deviennent des fermes photovoltaïques. On peut imaginer des fermes ailleurs, dans d'autres endroits, dans des friches, mais en tout cas pour ce qui est de notre commune, je préfère que les champs soient consacrés à la culture. Donc nous avons changé la cartographie. Et puis la deuxième, c'était en matière de biomasse, puisque là, à l'inverse, il n'y avait pas les champs.
Or, il n'y a pas de raison que les agriculteurs, si un jour ils décident de cultiver des végétaux pour produire de la biomasse, pour ensuite alimenter, je sais pas, alors aujourd'hui le cadre réglementaire n'existe pas, mais ça peut exister. Voilà, donc l'idée c'était ça. On a repris la définition des zones telle que Marne-et-Gondoire nous l'a soumise, à l'exception du photovoltaïque et de la biomasse. Donc on a étendu les champs de la biomasse et on a réduit le champ du photovoltaïque. Voilà. Merci en fait de ne pas poser trop de questions sur ce sujet, parce que c'est pas que c'est embarrassant, non, mais on est capable de répondre, mais on va vite tourner en rond en fait. Donc bon, on va quand même mettre en... Alors ça reste un beau sujet, hein. Et indépendamment de cette délibération, il y a d'autres choses qui seront présentées au conseil municipal et puis plus largement à la population sur les énergies renouvelables. Et d'ailleurs, bon, je ne sais pas si on peut le dire, oui, il y a plusieurs millions d'euros qui sont inscrits au plan pluriannuel d'investissement de l'agglomération, justement pour accompagner les communes dans l'équipement de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics, etc., etc. Donc il y a des choses très très intéressantes qui sont faites malgré tout. Voilà. Donc qui serait contre cette délibération qui définit les zones d'accélération pour le développement des énergies renouvelables? Qui s'abstiendrait? Eh bien, je vous remercie. Voilà, nous avons du public, hein. Donc comme il se doit, je vais lever le conseil municipal et ensuite nous prendrons les questions du public. Il est 21h40 et je vous remercie. Je vous souhaite de bonnes fêtes et au 12 janvier.